Ben, merci. Donc, on va commencer la table ronde avec les intervenants de ce matin. Le projet Géo d'Odimedi Lex Game, vous avez les noms des gens sur l'écran derrière vous. Donc, j'ai un certain nombre de questions auxquelles certaines personnes veulent bien répondre. Donc, enfin, tout le monde ne répondra pas à tout. Et après, on verra le temps que nous avons pour ouvrir à la salle. Alors, la première question, c'est dans la relation informatique linguistique ou éventuellement design linguistique santé, mais on verra. Comment peut-on qualifier la nature des compétences que la discipline amène à la collaboration et quel est, enfin là c'est un peu autre chose, mais quel serait le danger de l'intelligence artificielle dans ce cas? Et donc là, je crois que j'ai Émilie et après Mathieu qui répond dans un premier temps. Ah oui, pardon. Oui. Non? Tiens, alors je te donne celui-là. Tu sais comment gérer celui-ci? Bah, je vais voir. Ok, merci. Donc, on a accepté de répondre à cette question-là. Ça fonctionne? Ça va? Ça va aller? Ok. En fait, cette question, elle nous a fait penser à la question des communautés et des disciplines dont tu parlais tout à l'heure. Nous, on avait noté, on a différentes conférences dans notre champ. Il y a Cole, Calico, EIH, TEL, ECTEL. Donc, on a une version européenne de TEL. Voilà. Donc, on a pas mal de conférences. Est-ce qu'on peut dire que toutes ces conférences amènent à une nouvelle discipline? C'est pas si simple. Moi, je suis un petit peu gênée par rapport à ça parce que quand j'ai commencé la didactique des langues, on m'a dit la didactique des langues, c'est une discipline carrefour, au carrefour de la linguistique, de l'anthropologie, de la psychologie, des sciences de l'éduc. Donc, pour moi, c'était de base toutes ces disciplines-là étaient de base sollicitées en didactique des langues. Et pourtant, on entend parler de didactique des langues, de didactique des sciences. Moi, j'ai appris ça en venant à ICAR. Et donc, du coup, est-ce que la didactique des sciences, la didactique des langues sont des disciplines à part entière? Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que nous, dans tous nos projets, notre objectif, c'est de répondre à un besoin, à un problème didactique, déjà dans un premier temps. Voilà. Et on voudrait que ce que l'on conçoit soit utilisé à la fois par les acteurs de terrain, mais aussi par les chercheurs. Et donc, voilà. Tu veux répondre sur l'IA peut-être? Bah, j'avais dit que j'allais dire un truc, mais je pensais que je serais pas le seul à intervenir. Du coup, du coup, j'ai plus peur de m'exprimer. Moi, j'ai du mal à évaluer le risque de l'IA parce qu'il y a plein de risques potentiels. Donc, mon côté euh, libriste, RGPD, tout ça fait que, bon, moi j'ai des réticences à utiliser un outil dont je ne sais pas qui il a fait, pourquoi il l'a fait, quelles sont les données qu'il récupère et qu'est-ce qu'il en fait. Donc moi je vois ce risque-là qui fait que je suis un petit peu de côté. Après, dans mon champ disciplinaire, j'ai même pas fait exprès, en éducation, le risque principal que je vois, c'est de s'ennuyer aux confs. Moi, la dernière fois que je suis allé à une conf éducation, il y avait 75% des papiers qui parlaient d'IA. Donc, il y avait toute une partie qui était comment générer des exercices avec l'IA. Ensuite, il y avait toute une partie comment les étudiants utilisent l'IA pour répondre aux exercices. Et après, il y avait pas mal de communication, comment évaluer les productions des étudiants avec l'IA. Et alors, du coup, si on fait toute la boucle, c'est comment l'IA fait des exercices pour les résoudre et les évaluer. Et du coup, à la fin de la conf, je restais un petit peu sur ma fin de qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Alors, au-delà de la blague, ça ouvre des possibilités immenses, mais du coup, le fait ça cache qu'on peut faire des choses sans, et c'est peut-être à travers ces choses sans qu'on va trouver les usages vraiment utiles euh, de l'IA et des LLM. Et donc, moi, c'est cette surexposition du phénomène qui, pour moi, est
petit risque de la technologie en elle-même. Mais j'aurais aimé des points de vue plus éclairés que de laisser tout le monde juste sur le mien. Bon, ça marche. Donc, oui, on dirait que Géode veut prendre la parole. Super. Ludo. Je ne sais pas s'il est beaucoup plus éclairé, mais c'est une question un peu quand même difficile sur le risque. Je pense qu'effectivement, il y a des risques, mais c'est assez difficile à mesurer. Je rebondis un peu sur les deux commentaires. Sur le premier, moi, je suis donc informaticien, mais je fais du TAL, donc du traitement de la langue, et j'ai fait ma thèse, donc un doctorat en informatique. Et moi, j'étais dans un laboratoire d'informatique, et certains collègues nous disaient, à moi et à mon directeur, que nous, on n'était pas des informaticiens, on ne faisait pas de l'informatique. Alors, ça a peut-être changé aujourd'hui. Je pense que le TAL aujourd'hui est beaucoup plus proche de l'informatique que de la linguistique. On dit juste TAL, c'est traitement automatique de la langue. De la langue, oui. Pour les gens. Ou du langage naturel, oui. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec l'essor de tous ces gros modèles, maintenant, ça a changé, mais c'était ça. Et c'est pareil, pour publier, c'est pareil pour l'histoire des communautés. En plus de ça, moi, je traitais des informations géographiques. Donc j'étais un pied en informatique, un pied en plutôt TAL, et un pied côté sciences de l'information géographique. Et donc j'allais dans des conférences de géomatique ou de sciences de l'information géographique avec des propositions de TAL pour résoudre ces problèmes-là. C'était un petit peu l'OVNI. Donc après, voilà, pour valoriser que telle conférence de telle communauté, elle n'est pas vraiment reconnue en informatique, ni non plus de l'autre côté, etc. Donc ça, c'est aussi un problème de discipline, de comment les disciplines ou les sections sont définies. C'est-à-dire, on nous incite à faire de l'interdisciplinaire, mais à côté de ça, c'est assez difficile à valoriser dans les dossiers, les candidatures, etc. Et ça, c'est toujours vrai à mon avis. Et sinon, pour la question des risques, c'est compliqué. Je ne sais pas trop quoi dire. Je pense que c'est un peu des effets de mode aussi. Ça permet de résoudre certains problèmes, ça permet de faire avancer certaines questions, certaines problématiques, mais il y a aussi un gros effet de mode aussi. Je reprends l'exemple de quand j'étais en thèse. Quand je publiais, donc on était plutôt sur des approches symboliques. Et déjà, alors il n'y avait pas les gros modèles de langue qu'on a aujourd'hui, mais il y avait déjà des approches neuronales, par exemple. Et dès qu'on publiait sur une solution et qu'on disait nous on fait un système à base de règles, il y a de l'explicabilité, etc., on nous disait mais pourquoi vous n'avez pas testé des réseaux de neurones? Et c'était ça la critique, c'était même pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, quelles sont les performances, c'est pourquoi vous n'avez pas testé un réseau de neurones? Donc voilà. Et aujourd'hui on vient à pourquoi vous n'avez pas testé un LLM, quoi. C'est un peu des vagues comme ça, et c'est après à nous en tant que chercheurs à voir l'intérêt ou pas et à continuer à creuser des pistes ou pas, quoi. L'innovation, elle ne vient pas dans tous se mettre sur la même chose, mais peut-être tester des choses différentes et savoir les justifier, quoi. C'est drôle, ça fait écho justement à est-ce que c'est la techno qui dirige ou est-ce que c'est les questions de fond à la recherche qui dirigent, quoi. En fait, ce qu'on fait, quoi. Je passe à la deuxième question. Oui. Je vais juste rajouter un truc, juste pour dire, l'interdisciplinaire, c'est sûr, c'est toujours très dur à caser après, c'est-à-dire qu'on fait des choses chouettes, mais après, on ne sait pas où les publier. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé nous-mêmes des choses, on a publié des volumes, et comme ça marche beaucoup mieux, parce que ça permet du coup de mettre en valeur ces collaborations-là. Et sur l'intelligence artificielle, c'est vrai que nous, c'était avant qu'elle arrive, hein, les projets Odimedi, donc on ne s'était même pas posé la question, mais par rapport à la suggestion de rejouer les vidéos qui a été faite, pas de rejouer, mais de faire rejouer par l'IA, c'est vrai que Justine a mis en avant un certain nombre de points problématiques et aussi que quelque part, comment dire, je trouve que dans nos vidéos moches, il y a quand même quelque chose qui est très solide, c'est-à-dire qui est très authentique, pour le coup très naturel, et que si on arrive à passer au-delà de la barrière, disons, de cette des difficultés d'accès, du coup, c'est aussi une valeur ajoutée. OK, merci beaucoup. Deuxième question. Pouvez-vous évoquer des moments de tension? Vous en avez déjà un peu parlé. On pourrait dire, j'ai dit le double bind de Bateson, où la situation nous oblige de respecter deux contraintes qui finalement sont contradictoires. On ne peut pas les respecter les deux à la fois.
Et vous aurez pu vous en sortir ou fallait-il accepter la situation et puis faire un peu comme vous pouvez. Et avec le recul, est-ce que vous aurez pu faire autrement? Et donc là, j'ai Vanessa et Pierre dans un premier temps. Alors, c'est vrai qu'on en a déjà un peu parlé dans la présentation, donc de ce point un peu de conflit, encore une fois, pas conflit très dur, hein, mais en tout cas de désaccord sur l'utilisation et puis notamment sur qu'est-ce qu'on veut obtenir en termes de produits. Donc, est-ce qu'on veut faire quelque chose qui ressemble à Duolingo, mais qui est pour nous éthiquement et déontologiquement c'est compliqué, ou pas, au risque qu'après personne l'utilise. Et en effet, avec après un taux d'utilisation qui est plus bas, des problèmes de diffusion, etc. Je pense que je l'ai raconté plutôt du point de vue des chercheurs, donc en fait avec nos a priori. Je ne sais pas si tu veux dire du point de vue du monde. Oui, c'est intéressant en tout cas. C'est vrai qu'il y a des antagonismes assez forts entre ce qui est fait dans le domaine de la recherche et ce qui est fait par l'industrie. Et je dirais que le mot clé pour définir cet antagonisme, c'est le mot friction. En fait, dans l'industrie, on considère que la friction, c'est quelque chose qui doit être éliminé. Voilà, parce que ça empêche le mouvement, ça crée de la résistance, on ne peut pas embarquer des utilisateurs, donc ce qui fait que quand vous achetez un truc sur tel site internet, eh ben, on vous demande directement de choisir vos trucs, et puis petit à petit on va vous demander votre nom, votre prénom, et puis finalement vous aurez créé votre compte et vous vous en serez même pas rendu compte. D'accord ? Et c'est vrai qu'on s'appuie du coup sur tout un tas d'ergonomie cognitive, de règles, voilà, comme la loi de Miller par exemple, plus ou moins 2 choses, c'est le nombre d'un truc qu'un individu, même brillant, peut retenir. C'est-à-dire que si je vous fais une liste de 7 pizzas, bon, bah, vous allez pouvoir normalement vous les retenir. Si je vous fais une liste de 10 pizzas, vous n'allez pas être capable de retenir la liste. C'est ce qui fait que mon numéro de téléphone, c'est 06 17 24 12 69. Et donc, je vous ai dit 10 chiffres, mais je les ai mis dans des chunks de 5 chiffres, et du coup, vous avez pu les retenir. Donc, tout ça, c'est des espèces de hacks de l'esprit humain qui sont performés par l'industrie pour essayer de faire en sorte de nous faire utiliser leurs trucs et de nous faire dépenser leurs sous chez eux, parce que c'est à peu près le but souvent qu'on retrouve dans pas mal d'industriels. C'est très souvent, et c'est d'ailleurs un des points vraiment radicalement différents avec l'expérience que j'ai vécue dans le domaine de la recherche, parce que le but n'était pas ça. Le but est ailleurs, et donc la relation avec l'utilisateur est différente. Et c'est vrai que moi, c'est à la base, dans cette collaboration, c'est vrai que moi, c'était la première chose dont j'ai parlé avec l'équipe dont j'ai fait la connaissance. Ça a été, vous savez, ce merveilleux produit qui s'appelle CNRTL. Vous voyez ou pas, le moteur de recherche, voilà. Avec une interface qui date à peu près de 2004, qui n'a pas été changée depuis. Enfin, c'est fou. Mais vraiment, c'est incroyable d'avoir un outil comme celui-ci qui soit aussi moche, aussi difficile à utiliser. Enfin, pour l'utiliser, il faut utiliser dans Google. Je cherche anatomie. CNRTL, voilà. Et du coup, j'utilise Google comme interface pour utiliser ce moteur de recherche. Et c'est vrai que moi, je trouve ça, enfin, naïvement, c'était l'idée de mon rôle, c'était de dire, faire comme Zorro, le Vengeur masqué, on va enfin mettre à disposition de chouettes chercheurs des stratégies qui sont issues voilà, plutôt de l'industrie et dans lesquelles on va faire en sorte de créer des produits qui soient aussi sympas, attirants, agréables à utiliser que ce qu'on peut faire. Voilà. Sauf que c'est pas si simple en fait, parce que si ces produits sont attirants, c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre de règles déontologiques et éthiques dont ils s'affranchissent. Voilà, désolé, j'ai un peu beaucoup parlé. Merci. Après, j'ai Émilie et Denis. Après, donc voilà. Alors, je ne sais pas si on est sur des contradictions vraiment ou sur des contraintes incompatibles, voilà. Mais ce sur quoi je voudrais revenir, c'est notre problème toujours du recrutement. Et du fait qu'on recrute dans des facultés, c'est ce que je disais tout à l'heure, on recrute en licence, en master, et on se dit quel masteron on va recruter pour ça, on va faire plutôt on va vers quelqu'un qui est en sciences du langage, en sciences cognitives, pour estimer qu'il a les compétences et les connaissances pour. Mais du coup, c'est une vraie difficulté. Et on se dit comment on fait pour après animer cette collaboration une fois qu'on a toutes ces personnes-là en présence. Comment on fait ça? Et on a, je crois, des formations pour l'encadrement doctoral, mais sur comment on encadre un doctorant. Mais
je ne sais pas comment encore, je pense qu'on navigue et on fait un petit peu comme on peut sur la gestion de l'interdisciplinarité en tout cas. Enfin, moi, je fais comme je peux. Je pense que c'était justement un des deux défis qu'on voulait faire relever par la commu, c'est-à-dire nous mettre ce genre de formation. Comment animer une équipe interdisciplinaire, justement? Comment peut-on faire ça? Parce que ça existe, hein, ce genre de formation. Denis, tu veux... Oui, j'ai ajouté, enfin, sur une autre thématique, en fait, cette question de la tension, de la friction, enfin pas friction, tension. Et je pense que, alors moi, je voulais évoquer quelque chose que je ressens, que j'ai ressenti déjà, et qui est lié au couplage entre, alors je ne sais pas si ça peut avoir ce degré de généralité aussi élevé, mais linguistique, SHS, informatique, sciences dures. Et au-delà comment dire, de la convergence, il y a aussi des formes de démarches qui sont parfois pas convergentes. C'est-à-dire que je pense que dans les SHS, et quand on travaille sur l'encyclopédie, les encyclopédies, des textes, des auteurs, on est très attaché aussi à la singularité. C'est-à-dire que Diderot ne va pas écrire de la même manière que d'Alembert, que Jaucourt, que bon. Les classifications, je prends l'exemple des domaines. Les domaines, on va avoir une myriade de désignants qui réfèrent à des domaines distincts. On va voir aussi bien dans le domaine de l'activité, enfin des métiers d'alimentation, on va voir la boucherie, la boulangerie, la pâtisserie, la boulangerie-pâtisserie, enfin bon. Et alors ça, c'est évidemment, ça retient l'attention du linguiste, ça retient l'attention du spécialiste, enfin, du spécialiste du texte qui est en question. Et l'informaticien, lui, alors je parle à ta place, hein, mais toi, tu pourras protester, mais je pense que il y a une autre logique derrière aussi, qui est celle du nombre et celle de la catégorisation. C'est-à-dire, par exemple, pour classifier des domaines, pour entraîner un modèle, on a besoin d'un nombre assez conséquent déjà d'articles qui vont pouvoir entraîner le modèle. Donc, on a besoin d'avoir un grand nombre d'articles. Donc, on va réunir sur des critères, mais on va donc en même temps neutraliser toutes les autres singularités qui faisaient que la pâtisserie, c'est pas la boulangerie, c'est pas la boucherie, mais tout ça, c'est des métiers d'alimentation. Et donc, le prédicteur classificateur va ensuite classer les articles, mais le linguiste, il va toujours être en train de se dire, oui, mais derrière cette uniformité, qu'est-ce qu'il y a comme variété et comme singularité? Donc, il y a quand même cette tension entre, comment dire, singularité d'un côté et collectivité ou nombre de l'autre, qui fait que eh bien, on doit ferrailler à certains moments en disant oui, mais attends, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, quoi. Bon, voilà. Allez-y, voilà, enfin, allez-y. Ouais. Je suis d'accord. Mais il faut que chacun joue son rôle. C'est-à-dire qu'il faut surtout camper sur ses positions. Voilà, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Et c'est une dialectique à ce moment-là. Alors, Patrice, qui veut rebondir aussi. Attends, je vais te donner le micro. Qui ont été évoqués, donc celui de la tension et puis celui de l'IA. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans vos réponses et sur lesquelles je me questionne, c'est en réalité, est-ce que dans l'interdisciplinarité, la question de l'IA est plus aiguë que dans la recherche disciplinaire? Est-ce que la question des tensions entre collaborateurs d'une même discipline est différente de celle de chercheurs entre deux disciplines différentes? Et en réalité, mon expérience après très longtemps de pratique de ça, c'est non. En fait, quand je discute avec mes collègues de ma discipline devant mon bureau, on se frite plus, au bon sens du terme évidemment, que quand on discute avec des collègues interdisciplinaires, parce que peut-être dans l'interdisciplinarité, on prend un petit peu plus de précautions, etc. Voilà. Et l'IA, à mon avis, elle questionne est-ce que je fais confiance à l'IA
mais elle ne questionne pas est-ce que l'IA va remplacer mon collègue de l'autre discipline. Donc je ne suis pas sûr que ces questions soient spécifiques à l'interdisciplinarité et qu'elles renouvellent vraiment, qu'elles se déclinent différemment du rôle de l'IA dans la science ou du rôle de la collaboration scientifique dans la science, en fait. C'était juste une remarque. Noté, en effet. Bon, on passe à la troisième question, sauf si, ouais, non, Alors, c'est sûr, on a évoqué à plusieurs reprises, mais c'est pour reprendre un peu la création des dispositifs informatiques et donc la question de la maintenance, en fait. Et donc, il y avait les différents publics. Il y avait donc plusieurs orientations de réponse à cette question de maintenance. C'est financement, prestataire à trouver et à garder. Le moment où intervient la mesure de l'impact de l'usage du dispositif, les spécificités liées au public visé, les choix techniques en connaissance de cause, la mise en place d'un suivi utilisateur, donc là on est un peu évoqué, solutions durables mises en place par les tutelles et comment monter à l'échelle aussi avec les différents dispositifs. Donc Vanessa à la micro. Je pense qu'on peut donner deux niveaux de réponse. Il y a les niveaux informatiques, mais sur lesquels je pense qu'aucun de deux n'est expert, donc on va se limiter à quelque chose d'assez simple. Grosso modo, on savait qu'il n'y aurait pas derrière forcément quelqu'un pour maintenir, donc l'informaticien qui nous a fait le développement, qui était aussi un prestataire, a essayé de faire quelque chose qui dure dans le temps. Moi, je ne sais pas l'expliquer mieux que ça. En tout cas, pour l'instant, il dure encore. Mais c'est sûr que les jours où il va arrêter de marcher, on ne saura pas trop comment faire. En tout cas, je veux dire... Bon, je vais te laisser si tu veux. Mais, et le deuxième niveau, c'est par rapport aux ressources humaines, en fait, tout simplement. Comme c'était lié à un projet qui était financé, qui avait une durée de vie, et à la fin du projet, il n'y a plus personne, en fait. C'est ce que je dis tout à l'heure, mais je trouve que c'est encore pire que le côté informatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une continuité après dans le portage du projet, ce qui est un impact aussi, bien sûr, sur sa diffusion, sur la possibilité de créer d'autres partenariats, etc. Et ouais, du coup, ça a été un apprentissage assez important pour moi. Comme le projet a maintenant 7-8 ans, c'est ça, 2018, 2019. Donc voilà, moi, comme je vous l'ai dit à l'époque, je me disais qu'il fallait faire des beaux produits, des bons produits pour les chercheurs, voilà, pour qu'on ait qu'on soit plutôt enclin à les utiliser, effectivement. C'est pareil dans le livre, hein, voilà, effectivement, avec Framasoft, on voit qu'ils travaillent aussi avec des designers dans certains cas. Alors bon, ils n'ont pas la puissance de frappe de Google, mais voilà, mais donc ça fait partie, faire des outils que les gens n'utilisent pas pour des raisons d'ergonomie de design, c'est vraiment dommage. Donc, j'étais vraiment entiché de ce combat. Mais en fait, j'ai découvert qu'un produit, c'est autre chose. En fait, c'est un produit, s'il n'y a pas de personne pour l'exploiter, en fait, il n'y a pas de produit, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que c'est une dimension qui moi, que j'avais vraiment sous-estimée. Créer quelque chose qui marche tout seul, ça fonctionne pas très bien, surtout quand on n'a pas fait un lancement voilà, avec une masse d'utilisateurs suffisante qui fait qu'on peut avoir de la recommandation, de la préconisation au sein de la chose. Donc voilà, c'est vrai que techniquement, il fonctionne. D'ailleurs, mea culpa, en fait, on vous a montré la seule vidéo du site qui marche pas tout à l'heure au moment de la démonstration. C'était vraiment pas de bol, quoi, voilà, mais voilà, sinon, mais c'est vrai que, comme le dit Vanessa, on serait très embêté aujourd'hui si d'un seul coup, ces changements de protocole de vidéo ne fonctionnaient plus, voilà, et on ne saurait pas comment repêcher le site. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas... voilà, la question de mettre en place des outils et des produits qu'on n'est pas capable de maintenir ou de continuer à exploiter, pas commercialement, mais à exploiter d'un point de vue de leurs usages, en fait, tout simplement, c'est assez questionnant. C'est vrai que voilà, je me demande du coup si les exemples de produits qui fonctionnent issus de l'université comme CNRTL, par exemple, ou ce merveilleux dictionnaire des synonymes de Crisco que vous devez connaître, voilà, j'imagine aussi, j'imagine qu'ils ont des équipes qui maintiennent ces dispositifs, que ça fait partie de l'activité du laboratoire. Enfin, voilà, là-dessus, c'est plus une question qu'autre chose. Mais...
Je pense qu'on peut dire de manière certaine qu'il y a un énorme gâchis dans tous les dispositifs super qui ont été produits dans nos équipes de recherche, mais qui, en fait, ne sont plus utilisés ou maintenus et qui se trouvent, en fait, dans un placard. Donc, c'est vraiment un problème, en fait. Donc, là, j'ai Ludovic et Mathieu pour répondre encore à cette question. Sur Géode, on n'avait pas tellement la question de l'outil. On n'avait pas comme projet de fournir une interface, un outil d'utilisation, etc. On était plutôt sur la question de produire des données, donc des résultats, des données, annoter les textes, etc., enrichir ces textes avec des données. Donc on était plutôt sur ce volet-là. Donc là, on n'a pas tellement le problème. Il y a des dépôts en ligne pour mettre à disposition des jeux de données, etc. Pour la question des outils, d'un point de vue script ou code informatique, c'est un peu pareil. On était dans le libre. Donc on est sur des dépôts en ligne avec le code disponible, mais pas dans des outils en tant que tels. Et c'est plus récemment, là on a montré avec l'interface pour Trévou, ça c'est beaucoup plus récent. Et en fait là, c'était pas tellement le problème de l'informaticien pour maintenir l'outil. L'outil, c'est un outil qui est déjà développé, clé en main, etc. C'est juste de la configuration à faire, et puis une fois qu'elle est faite, elle est faite. C'était plutôt la question de la pérennité de l'hébergement, du fait que le site sur lequel il est déployé reste disponible dans le temps, qu'on n'ait pas un hébergement à payer tous les mois, et puis une fois que la fin du projet est finie, il n'y a plus d'hébergement. Donc les laboratoires peuvent permettre ce genre de choses, sauf que, par exemple, chez nous, si je demande une machine virtuelle ou un hébergement au laboratoire, il faut se connecter depuis le VPN du campus, etc. Enfin, bon. Donc c'est inutilisable pour tout un chacun. Donc là, nous, la solution, c'était de se tourner vers Humanum, qui fournit ce genre de service pour les projets ou pour les projets de recherche, avec l'idée qu'on a un hébergement pérenne et que même si le projet se termine à un moment, et puis voilà, ça reste. Alors après, ça ne résout pas le problème de la personne qui va maintenir, si jamais il y a des problèmes de techno qui changent, qui sont plus supportés, etc. Bon, ça, c'est effectivement, ça change pas ce problème-là. Voilà ce que je peux dire. Merci. Mathieu? Eh ben, moi, la tension que je vois autour de ça, c'est comment on finance la recherche. C'est-à-dire qu'on valorise énormément la collaboration publique-privée. Alors, il y a des intérêts à ça, hein, effectivement. Nous, on ne sait pas faire la promotion d'un outil, on ne sait pas découvrir des nouveaux utilisateurs. Mais après, tout ce financement-là, il n'est pas mis dans des ressources en interne pour maintenir les outils. Donc, conscient de ce contexte-là, nous, dans certains projets, on a fait le choix où on ne l'a pas fait. C'est imposé à nous par le format de l'appel à projet d'octroyer une licence d'exploitation à une entreprise d'un produit. Après, c'est leur travail de faire la maintenance et de faire évoluer les versions. Alors nous, comme c'était une appli tablette, c'est beaucoup plus coûteux à faire la maintenance que sur un site web. Donc, d'un côté, ça nous arrange. De l'autre côté, nous, on aime bien avoir c'est peut-être un côté chercheur, on aime bien avoir la maîtrise de ce qui se passe. Et du coup, là, on la perd un petit peu. Globalement, nous, quand on a eu recours à des développeurs externes, on essaye de conserver des bonnes relations avec eux pour pouvoir les rappeler après. Et quand on a d'autres projets et tout ça, mais après, bon, la question, c'est aussi est-ce qu'ils seront toujours en activité à ce moment-là? Est-ce qu'ils auront du temps disponible à ce moment-là? Et bon, pour le moment, on touche du bois, ça marche bien avec les développeurs qu'on a, mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir de ressources en interne pour faire ça, c'est une difficulté avec laquelle on doit travailler. Et d'autant plus que créer une infrastructure pour pouvoir faire cette maintenance-là en dehors d'un projet de recherche, eh ben, ça demande un temps fou qu'on ne passe pas à écrire des articles. Si je peux juste rajouter aussi sur la question des financements, le problème, c'est que les appels à projets vont toujours être sur l'innovation, sur la nouveauté, etc. Il n'y a jamais sur la maintenance, en fait. Il y a un outil qui tourne, qui est utilisé, qui sert. Mais il n'y a jamais avoir d'argent pour le remettre à jour, juste le maintenir, l'améliorer un petit peu, mais sans un truc hyper innovant, quoi. C'est toujours, il faut la nouveauté. C'est pour un nouvel outil, il y aurait de l'argent, mais pas pour le continuer à maintenir, quoi, ou à faire vivre. Merci.
Oui, bonjour, Fabrice Vavre. Je suis directeur du laboratoire de biométrie et biologie évolutive, donc dans un contexte un petit peu différent, mais je voulais peut-être rebondir là-dessus. C'est-à-dire que nous, on a un laboratoire plutôt de biologie, écologie, évolution, mais où on développe des méthodes justement plutôt statistiques, mathématiques, informatiques pour la modélisation du vivant. Et en fait, depuis peut-être 20 ans, on s'est battu pour avoir un pôle informatique à l'intérieur du laboratoire pour justement avoir des ingénieurs qui sont ici pour maintenir aussi, donc développer bien évidemment, mais aussi maintenir les outils qui ont été développés. Et en fait, on revient en effet non seulement au financement de la recherche, mais aussi plus globalement à la question du service public et de la manière dont on alloue en fait ces ressources-là. Parce qu'une des difficultés qu'on avait eues, c'est par exemple comment on justifie que les informaticiens soient dans un laboratoire de biologie, qu'ils ne soient pas dans un service central, comment on justifie qu'ils soient au plus près des chercheurs. Et ça, je pense que c'est vraiment une difficulté qui existe aujourd'hui. Nous, on a eu la chance d'arriver à pérenniser ce système-là, mais en effet, c'est compliqué. Et le fait d'avoir ces personnes-là au plus près des chercheurs, c'est extrêmement important puisque le maintien de ces outils nécessite une bonne compréhension des outils. Donc évidemment, ce n'est pas un service central qui peut le faire. Donc il faut qu'il soit au plus près en fait, de l'activité de recherche. Tout à fait. Je voudrais juste compléter pour parler d'ICAR. C'est un petit peu la situation aussi qu'on a à ICAR. On a un collègue qui a été recruté. Alors là, je vais regarder mes collègues. Il a été recruté quand, Tarek? Il y a 2 ans? Je ne saurais pas dire. Bref, enfin voilà, il y a eu cet effort fait aussi au niveau d'ICAR d'avoir quelqu'un chez nous pour nous aider. Et ça peut être sur de la maintenance, certes, mais aussi sur des petits développements d'outils, de petites choses qui nous débloquent très rapidement. Et donc voilà, pour dire que ICAR aussi a fait cet effort-là. Je ne dis pas que j'ai plus besoin de Mathieu, mais que voilà, on a vraiment. Je pense que c'est important aussi que ICAR soit indépendant là-dessus. Juste pour dire, à l'époque, on avait réfléchi à faire un interne. Je pense que ça aurait été possible d'un point de vue informatique. Je crois, je ne sais plus trop, parce qu'en plus, moi, à l'époque, j'étais juste post-doctorante, plein de choses, je n'étais pas forcément au courant. Mais par contre, on n'aurait jamais eu de designer. Et en fait, nous, si vous voulez, on voulait plus le design que l'informatique. Mais les temps du design, on ne pouvait pas demander à quelqu'un de travailler avec nous pendant 3 ans avec un tout petit budget. On avait besoin d'une date de fin. Et ça, avec nos services internes, dans tous les cas, je ne pense pas que ça aurait été possible de l'avoir dans un temps raisonnable. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'avoir un prestataire aussi pour le développement informatique. Parce que du coup, ça allait avec le design sprint, toute une temporalité qui était quand même beaucoup plus serrée que ce qu'on a normalement à l'université. Donc, il y a bien la distinction entre le développement informatique et le développement ergonomique de l'informatique. En fait, c'est un peu... voilà. Élise, voilà, c'est ça? Oui. Oui, pour compléter, simplement, je pense qu'on ne l'a pas évoqué encore, mais les partenariats avec les entreprises, peut-être que ça... parce que, alors, par expérience, nous, on a un projet qui a plutôt bien fonctionné, où l'entreprise est embarquée comme partenaire à part entière dès le départ. Et alors, c'est un projet où on a développé un plugin pour Moodle. Donc, on était avec l'entreprise, d'accord, pour être dans une démarche en plus open source. L'entreprise peut valoriser les compétences qu'elle acquiert et son expertise sur le domaine. Ensuite, en faisant aussi des prestations vis-à-vis de leurs clients. Le valoriser, par exemple, l'entreprise peut devenir Moodle Partner parce qu'elle a vendu son expertise de développement d'un plugin assez complexe. Du coup, on a une collaboration qui peut se poursuivre et finalement, tout le monde est gagnant et c'est eux qui font la maintenance derrière. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il faut aussi être inventif et arriver à avoir des partenariats qui peuvent être vraiment bénéfiques pour tout le monde. Oui, sans doute. Nous, je ne sais pas trop, je pense que ça, on n'y avait même pas trop pensé, mais c'est aussi parce que c'était un projet qui était déjà complexe, avec des données extrêmement sensibles. On avait eu beaucoup de mal à avoir des autorisations, et je pense que ça ne serait jamais passé, le fait d'impliquer une entreprise dans ce type de projet, je crois. Après, encore une fois, je n'étais pas vraiment responsable à l'époque.
Donc, c'est pour ça qu'on a eu des prestataires, donc qui étaient juste, bon. Ça montre comme les contextes impliquent, amènent à des choix différents, justement selon les données impliquées, etc., quoi. C'est surtout qu'il n'y avait absolument aucun profit à réaliser avec la formation. Donc, à partir de là, la présence d'une entreprise, elle est aussi liée au fait qu'on va pouvoir exploiter des connaissances qui sont générées au sein de l'université. Et il y a des cas où c'est bénéfique, où ça fonctionne bien. Dans le cas où on était là, c'est vrai que c'était pas... Voilà. On l'avait envisagé quand même dans l'étude d'usage de dire, est-ce que si on crée vraiment, entre guillemets, de la valeur pour les interprètes, est-ce qu'ils seraient prêts à contribuer à cette formation. Et la réponse a été, c'est rarement aussi net, mais là c'était non. Alors, la prochaine question, elle est un peu compliquée. Donc, je ne sais pas si je vais avoir des réponses. Mais alors, c'est lors de vos collaborations, du coup, je saute parce que c'est la question 5. En quoi vos objectifs, perspectives, méthodes, outils, théories ont bougé? Pouvez-vous en fait choisir parmi ces éléments et nous expliquer un petit peu si oui ou sinon, en quoi si oui? Et en plus, vous vous rappelez de mon slide là avec un peu des choses aussi sous l'eau. C'était des valeurs, des biais, des principes où vos identités auraient pu, là, je sais que c'est le cas pour les identités, pour les méthodes. Alors, comment ça vous a bousculé un peu dans tout ça, quoi, en fait, vos collaborations? Je vais commencer avec un point qui, à mon avis, a déjà émergé, c'est-à-dire la question des vidéos qui nous tenait vraiment très à cœur, de voir ces vidéos authentiques. C'est vrai que la voir aujourd'hui avec du recul, en voyant que ces vidéos, finalement, on a dû les anonymiser d'une façon qui ne nous convient pas, je pense que, je ne sais pas, qu'on aurait pu la considérer autrement. Mais après, ça, c'est moi qui l'ai dit, et ça ne représente pas forcément l'équipe. Donc à voir, mais c'est vrai que pour nous c'était vraiment quelque chose d'inconcevable au début de penser qu'on pouvait rejouer des scènes, c'était vraiment incroyable de penser ça, et aujourd'hui ça me semble moins fou en tout cas, disons ça comme ça. Mais bon. Pour moi, je ne sais pas si ça a vraiment changé. On avait déjà travaillé ensemble, avant le projet Géode, par exemple, si on restreint à Géode. Je pense que dès le début, on avait une idée assez claire de ce qu'on voulait faire, plus ou moins comment, etc. Donc je ne suis pas sûr que ce soit forcément nos interactions qui aient changé quelque chose, mais plutôt l'avancée de la communauté en général, les lectures, les publics qui vont sortir par d'autres équipes, etc. C'est plutôt ça qui vont orienter différemment, plutôt que nos interactions elles-mêmes. Et même, je pense que des fois, quand on est un peu la tête dans l'eau dans le projet, on avance, on fait des choses, on ne repense pas forcément à qu'est-ce qu'on avait mis dans l'appel à projet. Et donc des fois, quand on doit faire des présentations pour Aslan ou comme ça, on revient un peu à tiens, qu'est-ce qu'on avait mis dans le projet à la base, et on se dit ah ben oui, finalement on avait dit ça exactement et on l'a vraiment fait. Alors qu'au moment où on l'a fait, on s'est pas dit tiens, on a dit qu'on allait faire ça, donc on va le faire. Donc c'était marrant de revenir sur des choses où on avait un peu oublié qu'on avait dit comment on allait le faire et on a finalement fait comme ça. Donc je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de changements en tout cas pour ma part, quoi. Voilà, je vais passer sur le divan moi aussi rapidement, mais j'aurais envie de revenir à cette question quand même, qui fait de l'interdisciplinarité? C'est-à-dire que c'est un peu ce que vous avez évoqué à un moment donné dans votre propre vécu. Je pense qu'on a on a une façon, on a un rapport à notre discipline qui est déjà situé en amont, qui fait qu'on s'intéresse à ce que d'autres disciplines vont pouvoir faire sur nos objets. Donc, moi, je pense que j'ai toujours eu une orientation un peu linguistique, mais aussi l'informatique, la modélisation. Enfin, qu'est-ce que ça apporte? Et je suis déjà un peu convaincu, quoi. Donc, en fait, on va travailler avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas l'impression non plus d'avoir bougé sur des choses fondamentales, mais par contre, j'ai mûri en fait sur des orientations qui étaient plus embryonnaires quand j'étais doctorant, quoi. Mais voilà, ce serait ma réponse.
C'était très bien formulé. Tout ça, c'est tout? Ok. Et pourquoi j'ai le micro? Non. C'était pas préparé, mais je crois que tu as un truc à dire. Non, j'avais pas prévu de répondre, mais en vrai, ça me donne quand même envie. Je me dis que finalement, en didactique des langues, quand on m'a dit ce que j'ai dit tout à l'heure, on m'a dit très tôt que il fallait se nourrir d'un peu toutes les disciplines. Finalement, c'est pas si simple parce que ça veut dire qu'il faut prendre en compte différents points de vue, et du coup, ça demande un état de l'art qui est plein de méandres. Et faut pas se perdre, faut pas aller trop vers de la psycho, pas trop vers de la, enfin c'est la linguistique, mais pas trop de la psycho, pas trop de ci, pas trop de ça. Où est-ce qu'on est en didactique, où s'arrêtent les limites? Et ça m'amène à la question, je reboucle encore sur les disciplines, mais la didactique des langues, moi je suis toujours au CNU 11, je suis quand même chez les anglicistes. La didactique des langues n'est pas une section CNU. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là. Mais ça, c'est pour toi, Chris. Question? Merci beaucoup. Qui va dans le sens, est-ce que le fait que vous n'ayez pas forcément bougé, évolué, ça va revenir avec ce que tu étais en train de dire, Émilie, est-ce que c'est pas lié à ce que vous disiez tout au début, à savoir que quand on essaye de sortir du cadre, tout de suite, on va être un peu catalogué, du coup, on n'appartient plus vraiment à quelque chose, on n'a plus de... Est-ce que ça joue sur le fait que on bouge pas tant que ça finalement, malgré les collaborations qu'on essaye de mettre en place, ou l'interdisciplinarité, le fait que alors la didactique, je vous en parle pas, on est des ovnis, on est des ovnis un peu, on est situé nulle part, et du coup ça nous empêche de s'ancrer. Est-ce que ça joue ou pas, inconsciemment peut-être? Alors, moi, ma réponse, ça serait, mais peut-être que je me leurre moi-même, hein, mais ce serait non. Non, en fait, je suis pas du tout. Je crois pas que je sois vraiment sensible à cette question, sortir de sa discipline. Et je dirais presque, mais mon expérience singulière, hein, c'est de la singularité. C'est qu'au contraire, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. J'ai toujours le sentiment que quand je travaille avec des informaticiens, par exemple, avec des géographes, puisqu'il y avait aussi un géographe, historien, etc., il faut vraiment camper sur sa discipline. Enfin, c'est un peu paradoxal ce que je dis, hein, mais c'est-à-dire qu'on a quand même des points de vue qui sont parfois divergents, où on a des perspectives ou des horizons qui ne sont pas les mêmes, et c'est important d'apporter toujours sur la table et de tenir sur certains ancrages liés à notre discipline. Parce que comme ça, chacun comprend aussi qu'on travaille depuis des territoires qui ne sont pas les mêmes. Même si on travaille ensemble, on a aussi des questionnements qui enrichissent en fait l'autre, hein, qui nous enrichissent les uns les autres. Donc voilà, je répondrai un peu comme ça. Peut-être plus scientifique, mais enfin, je sais pas. Mais ouais. Moi, je dirais que c'est pas forcément qu'on veut pas bouger. C'est que peut-être il n'y avait pas la nécessité de bouger non plus, en fait. C'est plutôt... je pense que si c'est quelqu'un qui veut pas bouger, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on va travailler, c'est pas quelqu'un avec qui ça va marcher de faire un projet interdisciplinaire. Donc je pense que les projets qui marchent, c'est des gens qui se trouvent et ça marche bien ensemble, on arrive à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'idée de moi je suis dans ma discipline et il ne faut pas que ça bouge. Et voilà, on est ouvert, on est rattaché à une section, mais peu importe le chiffre, on fait ce qui nous intéresse, on fait ce qui nous plaît. En fait, on vient avec notre expertise. Notre discipline, c'est un peu ça. On vient avec notre expertise, mais je me dis pas je suis informaticien, oh là là, ce qui me dit ça s'éloigne trop, là, ça va pas. Non, c'est juste on va sur les projets. Alors, quand je dis on n'a pas bougé, ou moi j'ai pas bougé, c'est dans le sens où la vision que j'avais au début du projet, c'est la même. Je suis hyper satisfait de ce qu'on a fait et je le voyais pas forcément autrement. Ça m'a pas fait changer, mais pas en tant qu'informaticien, je veux dire dans ma pratique, quoi. Ça s'éloigne peut-être un petit peu de votre question, mais en fait, j'ai envie de dire, moi, je trouve que le fait d'être plus ou moins rattaché à une identité professionnelle et être plus ou moins à l'aise dans le fait d'avoir une identité multiple dépend aussi du statut, et qu'une fois qu'on est permanent, c'est beaucoup plus simple. Je veux dire, parce que maintenant, je suis maître de compte, moi, je suis parfaitement à l'aise dans le fait d'avoir une identité hybride. Je suis un peu par-ci, un peu par-là, un peu sociolinguistique, interaction didactique des langues aussi.
Mais c'est sûr qu'avant, quand j'avais besoin de trouver un poste, bah, c'était beaucoup plus compliqué de porter ça. Donc, je pense que là, on est tous bien. Mais avant, c'était pas pareil. Je suis tout à fait d'accord avec ça, totalement. Mais il n'empêche que quand il s'agit de faire des rapports comme pour préparer la RIPEC ou des choses comme ça, on s'adresse quand même à notre CNU. Et sur ce truc-là, bah, faut rendre des comptes et il faut être quand même à peu près dans les clous, même si les clous sont larges. C'est vrai, mais bon. Alors, j'aurais bien aimé témoigner aussi. Alors, c'est un peu différent, bien évidemment, ce sera moins dans le... voilà. Mais moi, je suis, comme c'est écrit, designer de produits et d'interface. Et croyez-le ou non, mais rien que ça, c'est les gens, ça les fait un peu... ah bon, enfin, voilà, parce que bien évidemment, quand voilà, on n'est pas expert absolu dans telle branche de domaine de la plasturgie ou alors expert sur tel framework CMS. Voilà, et bon, en fait, voilà, vous retrouvez face à des gens qui préfèrent toujours avoir des gens qui sont experts absolus dans quelque chose. C'est très rassurant, bien évidemment. Et c'est là qu'on voit à quel point notre société est assez comment dire, hypocrite dans notre inclinaison à tout le temps voilà, générer de l'innovation. Alors l'innovation, c'est très chouette, mais alors les trucs originaux, ça par contre, c'est vraiment pas très rigolo. Voilà, donc en fait, c'est une espèce de... Voilà, il y a cette espèce de piège voilà, qui... Et je pense qu'une des façons d'en sortir, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est génial, moi, ce qui nous plaît. Voilà, c'est un truc. Voilà, de plus en plus, ça paraît vraiment fou, hein, mais effectivement, de faire ce qui nous plaît et ce qui a du sens à notre échelle, et va être de plus en plus important que les cadres conceptuels qui sont censés évaluer notre travail ou nous donner une direction. Et notamment dans le cadre de l'IA. Alors, je reboucle de façon en dérapage 360 degrés, mais effectivement, c'est sûr que par rapport à ça, la question du sens qu'on met à effectuer notre recherche, à faire mon travail qui est une forme de recherche pas du tout universitaire, mais plutôt artistique et dans la pratique, voilà, moi, elle me satisfait pleinement. Et c'est vrai que c'est effectivement peut-être dans l'articulation avec d'autres gens qu'on va créer une autre façon de pouvoir continuer à faire ce qui nous plaît, peut-être. Oui, bonjour, Françoise Rose, Dynamique du langage. J'ai une question peut-être un peu plus pragmatique, mais toujours en lien avec la question des disciplines, c'est celle des publications issues de vos recherches interdisciplinaires. Est-ce que vous aviez eu dès le départ un plan de dire, ben voilà, on va faire des publis, je prends l'exemple de Géode, en linguistique, en informatique. Est-ce que vous avez cherché des revues pluridisciplinaires, interdisciplinaires ? Comment vous avez géré ça? Alors, il y avait une réponse super intéressante de Vanessa, c'était nous, on a fait un volume ou un numéro thématique. Mais là aussi, il y a la question, est-ce que c'est chez un éditeur plutôt linguistique? Enfin, la même question se pose un petit peu quand même parce qu'elle va orienter sur le public, en fait. Ouais, alors on a eu plein de publications, mais il y en a certaines, c'était plus vraiment axées en linguistique. Ce qu'on a fait, c'est que Lors Persandara, qui était notre partenaire, a ouvert une maison d'édition globalement. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà une revue qui s'appelle Rhizome et ils ont décidé de commencer à publier des volumes. Donc on avait vraiment une grande liberté, et ce qui nous a permis de faire un peu ce qu'on voulait. Sinon, à part ça, il y a eu d'autres publications, mais c'est là, du coup, elles étaient plus situées dans des domaines quand même. Pour Géode, il y avait un plan effectivement que chaque partie puisse profiter en tout cas de cette valorisation. Donc effectivement, il y avait 4 disciplines, l'informatique, la linguistique, l'histoire et la géographie. Et il y avait l'idée qu'on puisse contribuer, que chacun soit pas prestataire, que personne soit prestataire et que chacun puisse contribuer dans son champ disciplinaire et donc publier. C'est ce qu'on a fait. Il y a aussi des conférences. Nous, je pense qu'on a peut-être la chance par rapport à d'autres, mais encore, vous, c'est le cas aussi. Il y a plein de conférences. Il y a des conférences en humanité numérique, donc où on peut s'inscrire tout à fait. Donc il y a des conférences interdisciplinaires dans lesquelles on peut publier. On n'a pas vraiment de gros articles qui décrit Géode dans son entièreté. Dans une revue ou une conférence interdisciplinaire, mais c'est en projet. Mais en tout cas, on a réussi à publier en co-auteur dans chacune des disciplines. On n'a pas eu de soucis sur ça. En tout cas.
Il y a des revues aussi, ouais. Il y a des revues, il y a un journal, je sais plus. Enfin, oui, il y en a plusieurs, ouais. Il y a des numéros spéciaux aussi dans des revues qui ne sont pas forcément interdisciplinaires. Il peut y avoir dans une revue d'informatique, il peut y avoir un numéro spécial un peu plus ouvert. Ouais, je tu compléteras. Je sais pas, tu me diras. Peut-être je regretterai mon intervention. Nous, on anticipe moins. Mais par contre, on n'avait pas planifié au début, on va publier là ou là. Après, des fois, on redécompose un travail disciplinairement, ce qu'on n'a jamais fait pendant le processus. Là, l'exemple qu'on donnait pour la conscience phono, au début, c'était juste censé éclairer un peu les résultats de l'expé global de notre dispositif. Après, ça pose des questions sur la nature de la conscience phono, qui là sont plus sciences du langage. On a développé un système qu'on peut réutiliser, puis où on essaye de gérer l'anonymat de manière un petit peu fine. Donc là, ça, on pourrait le publier plus à l'interdisciplinarité en éducation et informatique pour expliquer la démarche. Donc, il y avait aussi... on avait pensé, si on fait notre test de motivation, là pour le coup, ce sera plus une publication aussi un petit peu éducation et technologie, mais plus dans le champ de comment on évalue la motivation. Et donc, nous, le découpage, il se fait plutôt a posteriori. Et puis sinon, il y a aussi le problème de... quand on a fini une expé, on a plein de questions pour l'expé suivante, et puis des fois, on rédige une réponse à un appel à projet plutôt que de rédiger un article. Donc, on en a 5 ou 6 qu'il faut qu'on finisse d'écrire. Oui, exactement. Je voulais te contredire en fait, Mathieu. Mais je trouve qu'avec le temps, autant au début, on faisait nos projets pour le projet, et après, on voyait selon les résultats où est-ce qu'on les publiait. Et là, sur le coup de la conscience phono, on est quand même un peu plus organisé. On commence à réfléchir à ce qui est de l'ordre de la phono, qui va être plus sur publié en linguistique, ce qui est de l'ordre de la coquille du test, voilà, qui va être en EIH. Voilà, on commence quand même à avoir un peu une stratégie là-dessus. Par contre, il y a quelque chose de très important dans cette question de différentes disciplines, c'est la question de l'ordre des auteurs. Et ça, je veux vraiment mettre le doigt dessus parce que c'est hyper important. Nous, en sciences du langage, premier auteur, personne plus importante dans le projet, j'ai le sentiment que c'est pas pareil dans tous les domaines. Que le dernier auteur, c'est la personne la plus importante en numérique. Tu m'as arnaqué tout ce temps. Non, je plaisante. Le premier auteur, c'est toujours le mieux, mais le dernier n'est pas complètement nul dans certains cas, alors que dans d'autres cas, il ne sert à rien du tout. Bon, voilà, tout ça pour dire que non, mais c'est quand même une question. Et puis, les sciences de l'éduc, je crois, font par ordre alphabétique. Il y a un CNU qui fait par ordre alphabétique, je ne sais plus. Il n'empêche que voilà, tout ça, c'est un problème parce que vous mettez l'ordre des auteurs en prenant en compte la revue, dans quel domaine elle est aussi. Enfin, c'est pas simple. Voilà, je veux juste dire ça. Oui, tout à fait. C'est là le. Ouais. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ça peut être plus qu'une note de bas de page aussi. Aujourd'hui, il y a quand même des. Non, je disais, ça peut être plus qu'une note de bas de page. Il y a aujourd'hui des outils qui existent aussi pour justement montrer aussi la contribution de stagiaires, des doctorants qui interviennent aussi sur le projet, pour eux aussi sur la confection des données, les différents services d'appui aussi, et notamment les normes crédits. Voilà, donc on en a déjà pas mal parlé à ICAR, mais... Oui, c'est une question sur laquelle je vais bien prolonger aussi, parce que je trouve qu'elle est vraiment importante. Il y avait une publication du CNRS à ce sujet qui disait que les publications collectives où l'ensemble des co-auteurs avaient contribué de manière équivalente devaient suivre un ordre alphabétique par défaut. Donc, moi, je m'appelle Vigier, donc je suis toujours... bon, souvent, enfin, ça, après, là, c'est bien. Ma femme s'appelle autrement, il faudrait peut-être que je prenne... Bon, enfin, on se trouve à la fin. Et d'autre part, par contre, au niveau des représentations partagées,
nombre de fois, j'ai entendu de la part de collègues et même au CNU, des gens qui disent « Ah oui, mais il ou elle a beaucoup co-publié », comme étant en fait une preuve de faiblesse. C'est-à-dire, il ou elle n'a pas son propre champ de recherche. Et à chaque fois, bon, je boue et j'interviens, je ne suis pas le seul évidemment, mais il y a quand même beaucoup encore de collègues qui, en tête, ont l'idée qu'il faut aussi publier sur un seul nom, sinon on se noie un petit peu dans... Bon. Donc là, il y a effectivement un blocage encore, je crois. En ajoutant l'apologie du travail en équipe. Oui, tout le temps, voilà. Oui. Juste... Bon, Ludovic, et après, ouais. bah, Pardon. Juste pour... mince, j'ai perdu le fil. Oui, alors, non, juste pour dire, on n'était pas si organisé que ça. On avait comme objectif de publier. On n'avait pas dit quoi, où. Donc ça, c'est venu au fil de l'eau. Mais en fait, ça, c'est aussi contraint. C'est-à-dire qu'on l'a... Dans le jeu, je pense qu'on l'a plutôt fait a posteriori, comme vous. Mais en fait, c'est aussi contraint par ce que tu disais, par les gens qui ne sont pas permanents. C'est-à-dire, on a des doctorants. Le doctorant, il est contraint par le fait de devoir publier. Donc, il y a aussi cette contrainte de devoir imposer des deadlines, de cibler des conférences bien précises, etc., pour les dossiers des doctorants, etc. Donc, il y avait aussi cette contrainte-là sur les publications. Ouais, moi, je voulais juste souligner qu'il y a un mot qui manque dans la discussion, c'est la lutte aussi. C'est-à-dire qu'on a le choix, quand on est chercheur, entre se conformer à la bureaucratie scientifique ou lutter contre. Et c'est dangereux de lutter contre. C'est vrai que c'est difficile de publier, etc. Mais on n'a pas de plaisir si on ne lutte pas. Enfin, moi, je pense que ce n'est pas possible autrement. Et je pense que la question de la publi, par exemple, quand on voit la masse de publications qu'il y a, moi j'étais responsable de labo, c'est la honte. Si vous comptez les dépenses, ce que coûte une lettre dans un article, la masse de publications, les gens qui ne lisent pas, enfin qui ne sont pas lus, c'est quand même extrêmement inquiétant. Et on est soumis à ce genre de dictats, etc. Il faudrait peut-être se poser des questions, s'il n'y a pas d'autres modalités, si c'est vraiment utile, si ça nous aide, si ça nous enferme dans nos disciplines, je ne sais pas trop si c'est intéressant de publier. Or, les collègues, quand moi je dis, et je l'ai dit souvent, même y compris en tant que directeur de labo, les publications, c'est peut-être pas l'urgence, c'est peut-être aussi de communiquer auprès des publics, auprès des entreprises, d'être dans la société, c'est-à-dire qu'on a quand même, on est payé par l'État et on a une mission qui est extrêmement importante. Les publications, c'est lu par personne. Quand elles sont en anglais en plus, elles ne sont pas lues par les collègues des collectivités territoriales, par les gens, etc. Donc c'est quand même une question à se poser. Et je pense que la pluralité scientifique, c'est une ouverture et c'est une lutte précisément pour faire en sorte qu'on élargisse la qualité scientifique de nos disciplines respectives. Merci pour qui va ouvrir la présentation de cet après-midi. Mais mais d'abord il y avait Karine et après on avait deux autres questions sur les nouvelles recherches qui arrivaient et l'impact de vos recherches, mais ça sera pendant le repas, si jamais vous voulez. Donc d'abord Karine, après Patrice. En fait, je vais faire ultra rapide sur les questions. Si je cautionne en fait ce qui a été dit là, je pense que c'est infiniment plus facile en fait de tenir ce discours quand on a un petit peu de bouteille et un petit peu de carrière derrière soi que quand on démarre dans sa carrière. Mais non, mais et je dis ça en tant qu'arrivée en bout de carrière. Enfin, voilà, c'est pas la même chose pour ma voisine de droite en fait, qui si elle ne publie pas, etc., aura beaucoup de mal à se faire recruter. Donc ça c'est une première chose et par contre en fait je suis d'accord, en fait peut-être qu'il y a un discours à porter, c'est pour être lu en fait il faut être à contre-courant. Je pense que l'article que j'ai écrit qui a été le plus lu, c'est un article en fait qui faisait débat dans la communauté, donc il a été soumis 3 fois à expertise dans une revue, ce qui m'a permis d'être lu par 9 personnes de ma communauté, ce qui est déjà un record personnel assez intéressant. Voilà. Je pense juste... Pour être cité, c'est de raconter une blague. Pour être cité, le mieux, c'est de raconter une blague. De raconter quelque chose qui n'est pas vrai. Ça a été identifié au Brésil. Il y a un article qui a été super cité dans la bibliométrie quantitative parce qu'il contenait une absurdité. C'est lui qui était le plus cité pour raison de cette absurdité. Donc c'est correct. Tout à fait. Cité.
Alors, avant de passer le micro à Patrice, je pense à Isabelle Colomb-Carvajal, notre directrice de ICAR, en fait, qui a fait une publication dans Conversation, en fait, qui donc ouvre plutôt au grand public des recherches du laboratoire. Donc, c'est un moyen aussi de ne pas rester cloisonné avec les chercheurs. Donc, voilà, à considérer aussi pour vous. Patrice. Oui, moi, je voulais juste revenir sur l'histoire des sections, parce qu'évidemment, qui a pratiqué l'interdisciplinarité s'est trouvé confronté à cette question-là. Juste deux informations. Il y en a une. Le CNRS, donc une sociologue du CNRS, donc mandatée par le CNRS, vient de publier, semble-t-il, une étude. Je ne l'ai pas lu, j'ai juste lu la com du CNRS qui parlait de cet article, qui indiquerait, en tout cas que pour les promos CR-DR, donc c'est sûrement pas la même chose au niveau du recrutement de CR, ça c'est assez clair. Il n'y a pas de retard dans les promotions par l'interdisciplinarité. Voilà, un élément de réflexion. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un peu une schizophrénie. Enfin, bien sûr, les institutions, elles découpent en sections, et je ne sais pas si on peut faire autrement, et c'est sûrement une question difficile de savoir comment l'évaluation peut se faire autrement. Mais le truc que mon expérience d'avoir siégé dans les commissions du CNRS me fait dire, c'est que en fait, tous les chercheurs sont un peu schizophrènes. Parce que quand ils sont chercheurs, quand ils sont en train de faire leur recherche interdisciplinaire, ils trouvent ça génial. Et quand ils sont en train d'évaluer les dossiers, alors là, ils sont tout d'un coup très, très sévères avec l'interdisciplinarité. Donc, je pense qu'il y a une sorte de changement de culture qui doit venir, si elle ne vient pas des institutions, qui doit venir des pratiques des commissions, du CNU sûrement, moi je ne les connais pas, mais du CNRS, voilà, dans lesquelles il faut un peu de bienveillance vis-à-vis de l'interdisciplinarité et vis-à-vis de... Donc, ce n'est pas forcément toujours que les institutions, c'est aussi des fois les chercheurs qui sont un peu schizophrènes et qui mettent sur le dos des institutions leur propre comportement. J'ai l'impression quand même. Merci à toutes et à tous. Voilà, allez, on applaudit avec merci.